Régulièrement mis en cause, notamment depuis la sortie de son livre « Est-il permis de critiquer Israël ?», le géopolitologue Pascal Boniface publie Antisémite pour répondre à toutes les accusations dont il fait l'objet. Mais qui est Pascal Boniface et pourquoi fait-il polémique? Voyez cette mise à jour de Dimitri Kefelec. Je mets au défi quiconque de trouver dans mes propos, et ils sont nombreux, la moindre trace d'antisémitisme. Et pourtant, je suis régulièrement accusé de l'être. Aujourd'hui, personnage controversé, Pascal Boniface, vous ne l'avez pas toujours été. Au PSU jusqu'en 1974, vous adhérez au Parti Socialiste en 1980 et êtes ensuite notamment conseiller au cabinet ministériel de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Défense. Pascal Boniface, on parle clairement de la capture, voire de l'élimination de Saddam Hussein. On est de plus en plus loin de l'ONU, là. Et enfin, capture-élimination, plus facile à dire qu'à faire, parce que Saddam Hussein il n'est pas quelqu'un qui va se promener librement et pour lequel on peut envoyer un commando qui ira le chercher. En 1991, vous créez votre think tank, l'IRIS, mais c'est en 2001 que vous suscitez la polémique. Ariel Sharon est au pouvoir et Lionel Jospin, un an auparavant, a été violemment pris à partie lors d'une visite à Ramallah. Voici les premières pierres. Les gardes du corps français protègent Lionel Jospin. Quelques étudiants et des enseignants tentent de s'interposer. Une chance, le véhicule de M. Jospin est blindé. Et c'est dans ce contexte que vous publiez une note interne au PS invitant le parti à condamner la politique du Premier ministre israélien et à prendre des positions pro-palestiniennes. S'il n'y a pas de progrès, à la fois dans la vie quotidienne des Palestiniens, et puis surtout dans les perspectives à long terme d'un règlement global, et bien là, bien sûr, la contestation interne deviendra de plus en plus forte. Plusieurs personnalités quittent le conseil d'administration de l'IRIS, comme Nicolas Sarkozy ou Pierre Lelouch. J'ai quitté parce que, au fond, il invitait un parti principal français, le Parti socialiste, la gauche, à prendre des positions politiques sur des bases ethniques et religieuses. C'est-à-dire une communauté plutôt qu'une autre communauté. Il y a effectivement la crainte d'être accusé d'antisémitisme dès que l'on critique le gouvernement israélien. Critiquer la politique du gouvernement israélien, tous les Israéliens le font tous les jours. On aimerait avoir la même liberté en France. Et on n'a pas la même liberté. On aimerait avoir la même liberté en France. Il est plus difficile en France de critiquer le gouvernement israélien sans retour de bâton. Pascal Boniface a eu une mauvaise expérience. Il a écrit un livre Fait-on critiquer Israël? En 2003, vous en remettez donc une couche en publiant « Est-il permis de critiquer Israël ?» Si vous saviez le nombre de responsables ou d'intellectuels qui disent « Mais tu sais, sur le conflit israélo-palestinien, je partage exactement ton avis, mais jamais je le dirai en public. » Vous n'êtes plus en odeur de sainteté chez les éléphants du parti. Dominique Strauss-Kahn vous critique ouvertement. Vous quittez le Parti socialiste. On fait une confusion entre antisionisme, antisémitisme et critique du gouvernement israélien, ce qui sont des choses tout à fait différentes. Ce mois-ci, vous sortez Antisémite, un récit autobiographique dans lequel vous racontez les événements qui vous ont conduit à être parfois perçus comme tels. Mais ce livre suffira-t-il à éteindre les polémiques? Et voici Pascal Boniface. Bonsoir, monsieur. Venez, prenez place. Bonsoir. Asseyez-vous. Bonsoir, monsieur. Vous êtes chercheur en géopolitique, vous êtes professeur, vous êtes directeur de l'IRIS, donc l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous avez été membre du PS et vous êtes passionné par Léo Ferré et par le football. Pour Éric Nolot, c'est vraiment très important. C'est deux bons points pour lui. Deux bons points. Au moins ça. Vous publiez Antisémite, puisque c'est l'accusation portée contre vous. Et vous avez écrit dans votre avant-propos, alors comment en est-on arrivé là? Je vous cite. Comment un universitaire français peut-il être accusé en dehors de toute réalité d'un des plus graves crimes intellectuels? Cet ouvrage a pour but d'y répondre. Avez-vous réussi? C'est l'apostrophe d'Éric Nolot. Alors, mon cher Pascal Boniface, le problème que soulève votre livre peut être résumé en deux phrases. L'une extraite de la préface que Michel Vivorca donne à votre livre. Oui, le débat dérape constamment en France dès qu'il est question de l'islam, des musulmans et des juifs, rappelle-t-il d'emblée. Et l'autre tirée du premier chapitre de votre essai, je vous cite. Au-delà des relations privées, être considéré comme antisémite est très certainement le motif d'exclusion des sphères publiques le plus puissant
en France. Alors dérapage et exclusion des sphères publiques, du moins tentative d'exclusion dans votre cas, c'est ce qui advint lorsqu'en 2001, vous avez rédigé une note destinée à Henri Nallet, secrétaire international du PS, et de François Hollande, alors premier secrétaire, note intitulée « Le Proche-Orient, les socialistes, l'équité internationale, l'efficacité électorale », qui vous valut immédiatement un déluge d'accusations d'antisémitisme, quantité de menaces de mort parfois, et quelques manœuvres pour vous éjecter de l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, que vous avez pourtant fondé. Le texte intégral de la note est fourni à la fin du volume, et on a beau scruter jusqu'à la moindre virgule, impossible de comprendre ce qui a bien pu justifier pareil déchaînement, impossible de comprendre comment certains ont pu en déduire que vous proposiez au PS de prendre ses distances avec Israël pour ne pas s'aliéner le vote beurre, ou exprimer en termes plus directs, de lâcher les Juifs pour les Arabes parce que ces derniers sont plus nombreux et qu'ils pèsent davantage électoralement. Même si l'on peut bien entendu discuter tel ou tel point de votre argumentaire, tout lecteur de bonne foi parviendra à la même conclusion. Pas plus que dans le reste de vos écrits, on ne saurait trouver dans ces lignes, les lignes de la Tribune, la moindre trace d'antisémitisme. Reste donc à déterminer comment, sur des bases inexistantes, est né le cas Pascal Boniface. Alors dans ce but, vous vous en remettez à la plus noble des voies, celle de la raison, de l'argumentation. L'avenir nous dira si elle fut aussi la plus efficace. Après une brève autobiographie intellectuelle, vous évoquez de manière très synthétique les évolutions du contexte géopolitique et leurs répercussions dans les débats français autour du dossier israélo-palestinien. Et vous vous efforcez par ailleurs de mettre en évidence des éléments d'explication complémentaires, en estimant notamment qu'il y a bien un clivage, mais non pas entre les juifs et les autres, mais entre les communautaristes et les universalistes. Non seulement le communautarisme aurait selon vous gagné du terrain parmi les juifs de France, mais ce communautarisme prendrait désormais la forme d'une défense inconditionnelle d'Israël, dont toute contestation serait perçue comme relevant d'un antisémitisme ouvert ou dissimulé. Dès lors, le journaliste d'un organe néoconservateur n'hésite pas à forger le terme de bonifascisme, étant entendu, riez-vous jaune, que seul un fasciste peut critiquer le gouvernement israélien. Alors au sein de ce phénomène collectif, certains individus ont joué un rôle particulier dans le but de vous mettre à l'index, sans que l'on sache toujours ce qui entrait chez eux d'ignorance, de calcul, de malveillance ou de simple malhonnêteté intellectuelle. On reste tout de même stupéfait devant certaines contre-vérités proférées par Bernard-Henri Lévy, souvent à la manœuvre contre vous, ou par Frédéric Ancel, et un peu surpris que vous ne leur en ayez pas demandé compte devant un tribunal. Et il demeure quelque chose d'énigmatique dans l'attitude à votre endroit de Manuel Valls, autrefois membre du conseil d'administration de l'IRIS, que je citais tout à l'heure, et longtemps votre soutien officiel, Malek Bouti et Frédéric Aziza complétant sans trop de surprise ce casting de détracteurs. Et même si vous concluez modestement « j'ai été la mauvaise personne tombée au mauvais moment, au mauvais endroit », Antisémite constitue de manière beaucoup plus ambitieuse un précieux document sur quelques-uns des débats qui agitent notre époque et sur les méthodes de certains experts en manipulation et désinformation. Mais avant d'en venir au cœur de votre sujet, il y a quelque chose qui m'a arrêté dans votre livre, c'est que vous prenez avec beaucoup de pincettes, c'est bizarre que je parle de ça maintenant parce que ça a été le thème du précédent débat, le vote communautaire. Vous dites, en fait, il est assez exagéré, assez fantasmé. Or, les dernières études montrent que ce vote communautaire existe de plus en plus, que les gens votent de plus en plus, je ne parle pas seulement du vote catholique, je parle du vote des juifs et des votes des musulmans, sur une base communautaire. Vous n'avez pas l'air de le croire, ou en tout cas, vous ne le prenez pas en compte. Si, et c'est vrai que c'est de plus en plus vrai. C'est que ça se renforce, mais surtout, je crois qu'il est plus important dans la perception des politiques que dans la réalité. Je connais plein de politiques qui parlent du vote juif en privé, qui n'en parlent pas en public, parce qu'ils ont peur de se faire coincer. Et donc, il est très souvent surreprésenté par des politiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont des relations souvent qu'avec les institutionnels, pas tellement avec la base. Et les institutionnels déforment la voix de la base. Et je dirais que les représentants de la communauté juive déforment encore plus, de plus en plus, la voix de la base qu'auparavant. Même s'il y a effectivement, pour de multiples raisons, une communautarisation de plus en plus forte de la communauté juive française. Mais comment vous expliquez ce glissement par rapport à Israël ? Parce que il y a un juge de paix, quelque chose qui donne un peu le ton, c'est l'évolution du CRIF par exemple. Oui. Il y a quelque chose qui a changé entre Théo Klein et Roger Kuckerman, c'est plus du tout
le même rapport à Israël. Maintenant, mais c'est plus le même Israël non plus. Oui, alors voilà, comment vous expliquez? C'est la communauté qui a changé, c'est Israël qui a changé? Les deux, c'est que dans les années 90, c'était le processus de paix, il y avait les accords d'Oslo, on y croyait, on pouvait peut-être avoir des illusions. Et moi j'ai eu des illusions parce qu'en 93, après la signature des accords d'Oslo, j'étais persuadé que la paix allait survenir. Je me suis lourdement trompé. Mais en tous les cas, l'assassinat de Rabin a tout fait capoter. Mais dans les années 90, on pouvait encore avoir l'illusion que la paix allait survenir. Maintenant, c'est de plus en plus difficile. Mais du coup, c'est également plus difficile de soutenir Netanyahou ou le gouvernement actuel israélien, qui est quand même de droite et d'extrême droite. Ce même gouvernement en Europe, on s'en écarterait dans la composition politique. Les mêmes qui disent lutter contre l'extrême droite en France ne disent rien sur le fait que l'extrême droite, ouvertement raciste, est fortement présente dans le gouvernement israélien. Et comme c'est de plus en plus difficile de défendre ce gouvernement, eh bien, la réplique, c'est de dire que ceux qui l'attaquent ne font pas une critique politique ou stratégique, mais sont antisémites. C'est une sorte d'argument massu, de rayon paralysant du débat critique pour faire taire les gens. Et ça marche plutôt bien. Alors, moi je suis... je vais d'abord faire comme les vieux marxistes, vous savez. Je vais vous dire d'où je parle. Vous êtes. Parce que si vous m'avez lu comme je vous lis, vous savez que j'ai moi-même beaucoup critiqué et la communautarisation juive française et l'attitude du CRIF et les dîners du CRIF. Si vous m'avez lu là-dessus, vous savez tout ce que je pense. Bon. Et aussi la sionisation des juifs français. D'ailleurs, je tiens à vous reprendre. Moi, je ne suis pas un juif de France. Je suis un Français de confession juive. Et j'en ai assez qu'on appelle juif de France. On ne sort pas de la planète Mars. Hein. On est Français avec une religion. Ça, c'est une parenthèse. Donc, si vous voulez, là-dessus, je vous suis à 10 000%. Je ne vous suis pas sur l'analyse que vous en faites, parce que je pense que vous privilégiez le temps court sur le temps long. En vérité, le basculement date de la guerre des 6 jours. Avant la guerre des 6 jours, vous savez, c'est le mot de Romain Gary, à qui on dit qu'est-ce que vous pensez d'Israël, et qui dit guerre des 6 jours. comment guerre des 6 jours 1967. 67. Romain Gary, à qui on dit qu'est-ce que vous pensez dans les années 50, et qui répond c'est un pays intéressant, mais moi mon pays étranger préféré c'est l'Italie. Réponse que je prends tout à fait à mon compte. Et à partir de 67, il y a une identification des juifs français, des Français juifs, vers Israël, et il y a tout un travail qui d'ailleurs se lie à mai 68, mais bon, passons, j'ai écrit là-dessus, on n'en parle plus. Maintenant, il y a un deuxième, là où je ne vous suis plus, et même où vous m'agacez, c'est dans cette obsession du sujet israélo-palestinien. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous faites exactement comme les gens qui vous accusent d'antisémitisme. C'est-à-dire que vous mettez au centre de votre vie et de la vie du monde ce conflit qui est en fait de la petite bière, qui en vérité ne concerne que 3 départements français, Israël, qui concerne des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. Ils auraient pu être jordaniens, d'ailleurs ils l'ont été jadis, ils auraient pu être égyptiens, ils l'ont été jadis. En fait, ce sont des musulmans arabes, on s'en fout. Ils n'ont pas de nationalité, et vous le savez mieux que personne. Ça n'existe pas, la nation palestinienne. C'est une invention du KGB et des agents et des gauchistes français dans les années 70 et des diplomates français depuis. Tout ça est un leurre. Et vous voir, vous, un être rationnel, un géopolitologue, s'enflammer pour des chimères, alors moi, ça me laisse sur le cul. Je vais vous répondre sur 2 points. D'une part, est-ce qu'il y a un peuple palestinien, il a été forgé par l'occupation, s'il n'existait pas auparavant. Mais vous reprenez leur propagande. Et c'est une réalité, en tous les cas, demandez-leur comment ils se sentent, ils vont pas dire qu'ils se sentent égyptiens ou jordaniens. Mais même les petits arabes dans les banlieues, ils se sentent palestiniens. Non, ils se sentent en solidarité avec les Palestiniens, c'est différent. Et sur mon obsession, sur ce qui est souvent reproché, et ça m'étonne que vous fassiez cela, Aziza m'a reproché mon obsession israélienne. Non, pas israélienne, moi, vous comprenez ce que je veux dire? Ou Proche-Oriental. Le sujet, pourquoi seulement ce sujet? Merci. En tous les cas, différent. Lui, ce n'est pas votre cas, mais ceux qui me reprochent là sont eux-mêmes. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais si vous lisez ce que je lis, ma production en entier, toutes ces questions-là ne prennent que 10 à 20% de mon temps, pas plus, ou de ma production. Pourquoi vous revenez tous enfin là-dessus? Parce que ça fait 16 ans que je suis dans les tourments, que mes enfants soient attaqués, donc j'ai envie un peu de me défendre aussi, et pas de laisser les autres et raconter mon histoire. Si vous-même étiez, enfin vous l'êtes attaqué aussi, donc je ne vais pas me faire ça. Mais quand on est au point que votre gamin qui va à un embauche de travail, on lui ramène mes écrits, etc. Moi, mes enfants, on leur parle toujours de ce que je dis et ce que je fais. Donc je connais. Je voulais au moins me réapproprier mon histoire. Mais une fois encore, Éric, lorsque vous voyez tout ce que j'écris sur un tas de sujets.
On me ramène souvent à ça, et de temps en temps, à force de recevoir 10 baves, j'en rends une. Mais je ne pense pas que, faites le compte de mes bouquins, le compte de mes déplacements, le compte de mes interventions, etc. Je suis très souvent sollicité sur ça, j'en refuse beaucoup, parce que je ne veux pas justement tomber dans cette obsession, ne pas tomber dans le piège qui m'est tendu. Mais une fois encore, de temps en temps, il faut se défendre et ne pas laisser passer des attaques qui sont ignobles. Mais c'est curieux qu'Éric Zemmour soulève le point de l'obsession, parce que je vous ai lu. Non, quand je dis obsession du sujet. Oui, hein, obsession du sujet. Non, mais moi j'ai bien compris. Ah bon. Et c'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, au fond, je rends grâce à Dieu de ne pas faire partie ni de la communauté juive, ni de la communauté musulmane, parce que il est devenu, dans ces deux communautés, de plus en plus difficile de penser en dehors des injonctions communautaires. Parce que dans les deux camps, il y a des gens qui viennent vous rappeler que vous n'êtes pas dans le discours qu'il faut et qu'il va falloir en changer. Et c'est vraiment à égalité dans les deux camps. Il y a une police de temps en temps, tu me plains. Exactement. Et je rends hommage à Zemmour là-dessus, qui n'est absolument pas dans ce truc. Après, ça c'est la première chose dont je rebondissais sur ce que disait Zemmour. Ensuite, dans votre livre, il me semble qu'il y a quand même un élément que vous minorez. Parce que la solidarité des Français juifs avec Israël, elle s'explique aussi quand même par la persistance de l'antisémitisme qui continue de s'exprimer en parole et en acte. Et donc Israël est de plus en plus vu comme un sanctuaire où là, au moins, on est un peu à l'abri paradoxalement, puisque c'est quand même un lieu où sévit le terrorisme. Et peut-être, il me semble que vous le minorez. Non, je ne minore pas, je ne nie pas l'existence de l'antisémitisme, mais Éric Zemmour faisait un temps long un rappel historique, comparer l'antisémitisme en France aujourd'hui à celui dans les années 60 ou, bien sûr, auparavant. Donc l'antisémitisme en France, il est pire résiduel. aujourd'hui que dans les années 60. Ah non, il est résiduel. Ah non, je suis pas d'accord. La rumeur d'Orléans ne pourrait pas avoir lieu aujourd'hui. Mais la rumeur d'Orléans, c'était que dalle. Mais, à côté de ce qui se passe dans les banlieues aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez plus un juif dans les lycées publics en banlieue parce qu'ils se font casser la gueule. Il y avait des propos publics qui étaient antisémites qui passaient. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une parole antisémite disparaît de la scène publique et c'est fort heureux. Donc il y a un antisémitisme résiduel que je ne nie pas. Non. Il y a une peur des juifs. Là, vous avez mais tort. L'antisémitisme comme facteur social dans l'espace politique, dans l'espace médiatique et dans l'espace public, il n'existe plus. Monsieur Boniface, on va serrer les problèmes parce que c'est important ce que vous dites. Il y a eu une parole antisémite libre dans les années 1898, affaire Dreyfus, et les années 30. Jusqu'aux années 60. Attendez, je ne suis pas d'accord. Dans les années 60, c'est déjà une queue de comète. C'est-à-dire, en fait, ça n'existe plus, et il y a certains qui croient que ça existe encore. Mais en fait, ça n'existe plus, parce que, comme disait le mot, vous savez, de Bernanos, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Maintenant, là où vous vous trompez complètement, c'est que l'antisémitisme aujourd'hui, qu'on devrait appeler antijudaïsme, puisqu'il vient des enfants de l'immigration arabo-islamique qui sont aussi des sémites. Donc c'est de l'antijudaïsme. Il n'est pas résiduel. Vous m'excuserez. Il est aujourd'hui dominant dans d'innombrables endroits en France. Et je vous répète, en Seine-Saint-Denis, il n'y a plus un enfant juif dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles publiques en France, dans la Seine-Saint-Denis. Si vous appelez ça résiduel, moi j'appelle pas ça résiduel. Aujourd'hui, il y a soit les juifs qui émigrent de la banlieue vers les quartiers bourgeois parce qu'ils sont plus tranquilles, ou alors ils vont vers ce que j'appelle le périphérique du pauvre, c'est Israël. Voilà la situation. Ne parlez pas d'antisémitisme résiduel. Réponse quand vous regardez le nombre de violences antisémites, le chiffre oscille entre 300 et 600 par an, qui comprend les violences physiques, les injures, etc. Donc c'est moins qu'auparavant. Et il y a quand même moins de violences antisémites qu'auparavant. Mais ils sont enfuis, monsieur Boniface. Qu'il y a un climat, effectivement, dans les banlieues, mais cherchons les causes. En grande partie, c'est quand même, d'une part, l'importation du conflit du Proche-Orient, deuxièmement, le sentiment d'un deux poids, deux mesures. C'est faux. Et donc, excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être, bien sûr, vous avez le droit. Dans le Coran, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir un antijudaïsme héréditaire. Vous contredisez. Si c'est dans le Coran, pourquoi c'est montant? Parce que le Coran, il n'a pas changé. Mais parce qu'il y a de plus en plus de musulmans en France. Non, mais enfin, en tous les cas, non, mais ce sont les conditions sociopolitiques qui ont changé. C'est pas le texte du Coran. Mais je suis pas d'accord avec vous. Le texte du Coran, il est le même. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est votre droit, c'est votre émission. Mais en tous les cas, non, mais vous êtes mon invité. En 1492, les Juifs sont partis dans l'Empire ottoman pour être protégés. Et le Coran existait déjà. Oui. Donc, on ne peut pas dire que c'est le Coran qui explique l'antisémitisme. Cher monsieur Boniface, vous confondez tout. Ils sont partis dans l'Empire ottoman parce qu'il y a dans l'islam un statut de dhimmi. Oui. C'est-à-dire qu'ils payaient une taxe, ils payaient un impôt. Comme les chrétiens. Et ils étaient protégés par... Ah non, mais c'est très important ce qu'il dit. C'est bien, mais... Aujourd'hui, ça vous a pas échappé qu'il n'y a plus de calife et qu'on ne paye pas encore de dhimmi. Donc, l'antisémitisme spontané, vous savez qu'en arabe,
Quand on dit un âne avance, on dit avance juif. Ça existe. C'est l'histoire du monde arabe, monsieur Boniface. Mettez-vous ça dans le crâne. Vous essentialisez les choses. C'est pas dans le texte du Coran. Ce sont des conditions politiques et stratégiques aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, moi, là où je vous donnerai tort sur un point, c'est que la diminution des actes d'antisémitisme ne correspond pas à un recul de l'antisémitisme, mais correspond au fait que les gens sont de moins en moins en contact. Merci. Parce que c'est des zones qui deviennent homogènes. Bon, voilà, je vois dans mon quartier de Belleville, bon, les gens, la population change. Donc, effectivement, quand vous n'êtes pas en contact avec les gens, vous n'avez pas l'occasion d'exercer des violences ou qu'il y ait des incidents moins graves. Après, je voudrais vous interroger sur autre chose. Je ne voudrais pas faire à autrui le mauvais procès qu'on vous a fait, mais je voudrais avoir votre opinion sur la fameuse note de Terra Nova, qui, elle, prend en compte vraiment des éléments électoralistes et dit il faut que la gauche abandonne son électorat traditionnel, c'est-à-dire les classes populaires, en tout cas les classes populaires qui votaient. C'est un think tank proche du PS, très proche du PS, qui dit maintenant il faut s'adresser aux minorités. Donc eux, ils sont dans ce qu'on vous a reproché faussement, c'est qu'ils sont dans une démarche électorale. Alors c'est pas juifs et musulmans, mais c'est l'électorat populaire contre les minorités. Est-ce que vous pensez que ça peut être une stratégie électorale? Elle est perdante apparemment. Si je vois l'état du PS, c'est que je déplore que le débat sur l'identité prenne le pas sur le débat sur les questions sociales. Et beaucoup de gens qui se disent de gauche ne parlent que des questions sociétales et ont oublié complètement les questions sociales. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont perdu les élections. Donc, vous pensez que non seulement c'est infondé électoralement, mais même infondé moralement? Moralement, oui. Il y a quand même encore des classes sociales, il y a quand même des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, il y a quand même des familles monoparentales qui ont du mal à s'en sortir, et il serait peut-être temps de s'en occuper. Monsieur Boniface, une fois de plus, je ne suis pas d'accord avec vous sur les 2 points. Quand vous dites c'est une stratégie perdante, c'est faux. Elle a gagné avec François Hollande, qui a eu l'alliance exactement réclamée par Terra Nova, c'est-à-dire les femmes urbaines diplômées, les enfants de l'immigration dans les banlieues. Ça a marché un coup. Oui, ça a marché un coup. Ça a marché un coup, et c'était aussi le rejet quand même du président sortant. Évidemment, on est d'accord. Et ça a marché avec Obama. Et d'ailleurs, Hillary Clinton a retenté le même coup, mais elle a échoué. Non mais parce qu'elle n'a pas réussi à mobiliser ces fameuses minorités. Maintenant, quand vous dites il y a encore des questions sociales, etc., oui, il y a encore des questions sociales, mais et vous êtes bien un représentant de la gauche, ça ne m'étonne pas que vous disiez ça. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que le social n'est plus le prééminent. On n'est plus en 1848. Aujourd'hui, les ouvriers blancs ne voteront pas comme les ouvriers arabo-musulmans, que ça vous plaise ou non. Les uns vont voter Front National, les autres vont voter Mélenchon. Non mais c'est fondamental. Oui. Ça veut dire que l'identitaire est prééminent. Et ça, mais je sais que ça vous embête à tous les deux. Mais c'est la réalité. C'est pas le sujet de mon bouquin. Je veux juste revenir au sujet. Je sais que c'est pas le sujet de votre bouquin, mais c'est quand même. Alors, je veux juste revenir au sujet de c'est pour dire que Terra Nova ça marche. C'est ça que je voulais dire. J'allais dans ton sujet. Moi, je voudrais juste que vous finissiez quand même en personnalisant un peu le débat, parce qu'on est un peu surpris, certes, il y a un climat général, mais on est un peu surpris de l'activisme et de la malveillance de certaines personnes à votre endroit. Je voudrais juste que vous nous disiez le plus franchement possible par quoi vous pensez qu'ils sont mus. Alors, certains par le fait qu'ils sont missionnés. J'ai attaqué Israël, ils pensent qu'ils se sont les avocats, les défenseurs d'Israël. Et effectivement, d'ailleurs, je trouve un peu curieux que quelqu'un comme BHL, pour ne pas le nommer, appelle régulièrement à me boycotter. Il veut pas qu'on boycotte les produits israéliens en provenance pour le marché européen ou français. Par contre, boycotter un compatriote et l'interdire de parole, parce que c'est bien de ça dont il est question, ça le gêne pas du tout. Mais bon, il a table ouverte partout, il peut le faire. Et d'autres, effectivement, Frédéric Ancel n'arrête pas de m'attaquer. Tous ces gens qui s'estiment avocats d'Israël m'attaquent régulièrement, Frédéric Aziza aussi, parce qu'ils pensent que je suis l'homme à abattre. Est-ce qu'ils le font d'eux-mêmes ou est-ce que c'est un travail collectif? Je ne veux pas le savoir. Mais en tous les cas, ils se concertent. Et puis, plus encore que ça, parce que ça, c'est les militants actifs. Mais ce qui me choque le plus, c'est ceux qui agissent par lâcheté, qui s'écartent de moi parce qu'ils ont peur d'être pris dans la tourmente. Et qui soit seraient d'accord avec moi en privé, soit en tous les cas, je veux dire, la lâcheté m'écœure autant que l'activisme militant pro-israélien. Et il y a un peu les deux. Moi, ce que je voudrais... Ah, c'est fini. Je suis navrée. Non mais pour une fois, j'étais d'accord avec lui. Donc, voilà. C'est sur la fin. Alors. Voilà, sur la fin. Finissons là-dessus, effectivement. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Je rappelle le titre de votre livre, Antisémite, chez Max Milo. Vous restez avec nous, car c'est l'heure de la polémique.